بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Pardon. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 3, toujours le module système asservi. On va voir l'introduction à la performance d'un système représentation. Nous avons toujours que le système est maintenant mis en équation. Il est donc beaucoup plus facile d'évaluer ses performances suivant le contexte. L'automaticien doit connaître deux aspects du système. Bien sûr, nous avons premièrement le régime transitoire et deuxièmement le régime permanent. On va commencer par le régime transitoire. Bien sûr, ce régime de fonctionnement doit être bien connu pour les systèmes lents ou qui doivent réagir à une consigne. Les performances du système sont obtenues en mesurant la rapidité de prise en compte de la commande et la précision atteinte en série. Nous avons comme exemple la température, c'est une consigne qui passe à travers un four. À la sortie, on aura une température atteinte. Toujours l'état initial, température initiale avec un temps de montée, on arrive à la température finale avec une marge d'erreur. Nous avons que les régimes transitoires ou bien les régimes de transition entre température initiale et température finale, sur l'exemple précédent, peuvent être de nature très différente, suivant le signal qu'on présente en entrée, bien sûr. Pour effectuer des comparaisons rapides entre tous les systèmes, on s'intéresse au régime transitoire obtenu par l'application de deux signaux particuliers. Pardon. On va commencer par une réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, c'est la réponse du système lorsque le système d'entrée, c'est une impulsion de Dirac. Qu'on le note de réponse H de T. Nous avons voir un petit rappel qu'on a vu précédemment que la transformée de la place de H de T est égale à la fonction de transfert du système. Donc H de P, c'est la Laplacienne de H de T. La réponse impulsionnelle contient donc toute l'information nécessaire sur le système. Bien sûr, l'utilisation de cette réponse va s'accompagner de quelques difficultés pratiques, car on ne sait pas toujours réaliser une impulsion de durée très brève vis-à-vis des constantes de temps mises en jeu dans le système étudié. Pour la réponse impulsionnelle, elle ne permet pas d'évaluer les performances d'un système, mais elle permet d'introduire la notion de stabilité. Quand on dit un système il est stable, donc un système est stable, c'est sa réponse impulsionnelle et le siège d'un régime amorti, c'est-à-dire tout simplement, si nous avons la limite de h de t quand étant vers l'infini égale à zéro. On va prendre quelques exemples. Nous avons le système stable, par exemple, dans ce système qui est au repos initial et repos final. Pour un système océan, il est instable. Donc, le repos initial, on aura des oscillations. Un système instable, vous avez repos initial et à la fin, vous arrivez à une destruction. Cette notion de stabilité très importante dans l'étude des systèmes sera largement reprise et approfondie dans le cours d'automatique. On ne doit pas oublier en effet de commander correctement un système, c'est avant tout éviter qu'il devienne instable. On a terminé avec la réponse impulsionnelle, on passe maintenant à la réponse indicielle. Toujours la réponse indicielle, c'est la réponse du système lorsque le signal d'entrée est un échelon. On va noter la réponse par W de T. Les performances du système sont définies à partir des caractéristiques de cette réponse. On va voir le régime de fonctionnement. Nous avons qu'un système périodique s'il atteint sa valeur limite sans oscillation. Dans le cas contraire, il est des pseudo-périodiques et le régime critique sépare ces deux régimes. Vous avez toujours le temps de réponse à E%.
Maintenant, on appelle temps de réponse à E%, le temps que met le système pour établir à E% de la valeur finale. Le temps de réponse le plus utilisé, c'est le temps de réponse à 5% que l'on entend en général TR. Vous voyez dans cet exemple un régime apériodique et dans deuxième figure, nous avons le régime qui dit pseudo-périodique. Pour les systèmes pseudo-périodiques, on définit aussi TP, c'est l'instant de premier dépassement, XP, c'est l'amplitude de premier déplacement. Nous avons une remarque. Laplacien de l'échelon égale à 1 sur P. Et d'après la définition de la fonction de transfert, la réponse indicielle d'un système est caractérisée par W de P est égal à H de P par U de P. On va remplacer U de P par 1 sur P. Donc, on aura PW de P égale à H de P. Et toujours d'après les propriétés de la transformée de Laplace, on a donc la dérivée de oméga de W de T est égale à la Laplace inverse de H de P et, par oméga W de 0 et qui est nul. Les conditions initiales sont nulles. Dans ce cas, on aura la dérivée de W de T est égale à H de T. C'est H de T la réponse impulsionnelle du système. Parfois, pour compléter les études d'un système, on s'intéresse à la réponse à un échelon de vitesse ou bien à une réponse à une rampe. Donc, vous avez la position en fonction de temps. On passe maintenant au régime harmonique. Bien sûr, ce régime de fonctionnement doit être connu pour tous les systèmes rapides ou de type filtre. En effet, on s'intéresse ici au comportement fréquentiel du système. Nous avons l'affaiblissement, le déphasage du signal pour une fréquence donnée. C'est quoi un régime harmonique? Si nous avons un système scalaire linéaire et invariant, on dit que le système est en régime harmonique lorsque le signal d'entrée est sinusoïdal et que le système il est en régime permanent. Bien sûr, si on va supposer que le système est régi par l'équation différentielle suivante avec des conditions initiales sans nul. AN, la dérivée nème de x par rapport à t, plus A1, dérivée de x jusqu'à t, A0x égale à BM, la dérivée nème de y sur dt, plus B1, dérivée de y sur dt, plus B0y. Pour simplifier les calculs, on va utiliser le principe de superposition et on va étudier la réponse au signal complexe. Si nous avons x de t bar égale à x bar exponentielle g oméga t est égal à x bar et on va remplacer exponentielle par la somme de cosinus plus g sinus ou bien par x exponentielle g phi de x par exponentielle g oméga de x. Toujours g carré, c'est le nombre complexe égal à moins 1. Maintenant, si on revient, c'est un signal réel x de t, c'est la partie réelle de x qui est égale à x cosinus oméga t plus phi x. X, c'est l'amplitude du x de t, phi de x, c'est la phase, x bar, c'est l'amplitude complexe de x de t. Dans ce cas, en régime permanent, la solution de l'équation différentielle, elle est de la forme y de t bar égale y bar exponentielle g oméga t. La sortie du système aussi avec la même fréquence que l'entrée, mais avec une amplitude différente, cette fois-ci avec un déphasage aussi. Finalement, on aura un signal de sortie caractérisé par y égale à x, le module de hg oméga bar et la phase, c'est l'argument de hg oméga bar. On passe donc de h de p à h de g oméga et on va remplacer p par g oméga. On appelle h de g oméga, c'est la transmittance isochrone ou fonction de transfert du système. Le module de h de g oméga bar va donner le gain du système pour une pulsation oméga. L'argument de h de g oméga bar donne la phase du système pour oméga pulsation aussi. Nous avons que les paramètres caractérisant le fonctionnement du système en régime harmonique sont le gain et le déphasage. Dans ce cas, le système est bien connu lorsqu'on a une représentation du gain et de déphasage en fonction de la fréquence de fonctionnement. Nous avons plusieurs types de représentations sans utiliser. Nous avons une représentation de Bode. Cette représentation est constituée de deux courbes.
Vous avez 20 log, le module de H de G oméga, l'unité en décibels en fonction de oméga. L'argument de H de G oméga bar, c'est l'unité en radian en fonction de oméga. Bien sûr, pour ces deux tracés, l'axe de oméga est gradué avec une échelle logarithmique. On passe maintenant à la représentation dans le plan Nyquist. Cette représentation, elle est constituée d'une seule courbe. Donc, pour oméga varie de 0 à oméga tend vers l'infini, on va tracer h de g oméga bar dans le plan complexe. Nous avons que la partie imaginaire en ordonnée et la partie réelle en abscisse. Et la courbe obtenue, elle est graduée en oméga. Maintenant, pour la représentation dans le plan de Black. Elle est de même que pour la représentation dans le plan de Nyquist. Cette représentation est également constituée d'une seule courbe. Pour oméga varie de 0 à l'infini, h de g oméga bar est tracé dans le système de coordonnées de Black. L'axe vertical représente le module de h de g oméga en décibels et l'axe horizontal elle va représenter la phase de hg oméga en radians ou bien en degrés, comme vous voyez sur cet exemple. On passe maintenant à quelques définitions. Donc, pour comparer les régimes harmoniques de différents systèmes rencontrés, on définit les paramètres suivants. On va commencer par la pulsation de coupure. On appelle pulsation de coupure du système les pulsations pour lesquelles le gain a diminué de 3 décibels par rapport au maximum local. On va noter ces pulsations par oméga, indice CK, pulsation de coupure. Maintenant, on va passer à la bande passante. Nous avons que la bande passante est appelée bande passante. C'est la zone de fréquence dans laquelle le gain est inférieur à moins 3 décibels du maximum. On termine avec le gain statique. On appelle gain statique du système la valeur de H de 0 bar. Cette valeur correspond au gain du système en réponse à un échelon, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers 0, on va utiliser le théorème de la valeur finale. Donc, vous avez l'entrée comme amplitude constante et vous aurez la sortie comme une courbe euh, exponentielle croissante. La différence entre la sortie et l'entrée est ce qu'on appelle le gain statique. On a terminé ce troisième chapitre, une introduction à la performance d'un système. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire le chapitre numéro 4. Merci beaucoup.